Bonsoir à tous et merci de terminer la semaine avec nous sur le grand rendez-vous. Pour ce 5e numéro de la semaine, les invités ont comme profil environnementaliste, responsable d'ONG, musicien, arrangeur, maître de chœur si vous voulez, revendeuse de produits de beauté. Voilà donc les profils de nos invités pour le compte de ce grand rendez-vous. Retrouvez-les tout à l'heure sur les plateaux, et bien juste derrière la météo. C'était donc là la prévision météo de demain matin. Alors pour le compte de ce soir, messieurs et dames, vous aurez l'avis d'un environnementaliste sur la production du sel marin à base du solaire. Les ONG constituent un des piliers de développement socio-économique. Et c'est ce que nous dira tout à l'heure l'expert de ce grand rendez-vous avec démonstration à l'appui. Sur ce grand rendez-vous, juste après ce grand rendez-vous, vous penserez désormais à la musique traditionnelle quand on vous parlera de chant choral. Oui, le maestro Meshach Adjaro sera avec nous tout à l'heure pour faire le lien entre chant choral et musique traditionnelle béninoise en plus. Alors, chères dames, restez avec nous sur ce grand rendez-vous pour découvrir les nouveaux prix des rajouts, ce qu'on appelle les mèches, je pense, pour la beauté de vos cheveux. Et il paraît que ça coûte les yeux de la tête, en tout cas, je n'en sais rien. On restera en tout cas ensemble pour donc les découvrir. Le journal viendra tout à l'heure à 19h45 sur ce grand rendez-vous. Mais Nadège Sani, déjà en place pour les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assim Gaba. Alors, faites-nous découvrir le principal menu de ce 19h45. Merci à vous, Assim. Dans ce 19h45, vous aurez le compte rendu de Destonia Bigot sur la 8e édition des Journées Presse Femmes et Développement dont les activités ont été lancées sur le campus d'Abomey-Calavi. Un nouvel ouvrage littéraire intitulé « Le Pâte » va réunir plusieurs acteurs culturels samedi au Centre culturel français de Cotonou. Vous suivrez un extrait du résumé de cet ouvrage au micro de Amandine Agnambosso. La croissance économique de la Chine résiste à la chute que prédisaient les analystes. Vous suivrez également un reportage sur cette économie chinoise. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour les titres. On vous retrouve tout à l'heure à 19h45 pour les détails. Le grand rendez-vous s'ouvre, oui, par ces plateaux, bien évidemment, et c'est Nature et Bien-être.
Du produit du sel à base de l'énergie solaire, on en parle depuis le début de cette semaine. On reçoit à présent l'avis d'un environnementaliste sur la question, sur cette production respectueuse de l'environnement. Suivons le reportage. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semekpodi. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. Activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. Puis on a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Bien sûr, et merci beaucoup à vous de rester toujours en notre compagnie. Vous allez suivre aujourd'hui l'avis du docteur Flavien Devonou sur cette production du sel, cette technique de production produit à base du sel. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci d'être disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. C'est un plaisir. Voilà. Bonsoir, Ramadine Aniambosso. Bonsoir à vous, Assoum Daba. On passe à une autre étape, bien sûr, de cette question, de cette production respectueuse de l'environnement, produit du sel marin à base du rayon solaire. Oui, Assoum, aujourd'hui, c'est le dernier virage. On va prendre l'avis d'un environnementaliste sur la question. Tous ceux qui sont passés ont vanté les mérites de cette technique de production de sel à base d'énergie solaire. Docteur Flavien Devonou, de l'eau de mer pour avoir du sel avec le soleil. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la technique? Je crois que la technique est une technique écologique. C'est une technique qui respecte les normes environnementales. C'est une technique à encourager et à promouvoir. Et selon vous, quels sont les avantages d'une telle production? Alors, vous savez, le moteur de fonctionnement de la Terre, c'est le Soleil.
Et la mer, de par sa composition, l'eau de mer contient beaucoup de sel. Donc, si nous avons la possibilité aujourd'hui d'utiliser ce moteur de la Terre qui est le Soleil et de prendre l'eau de mer pour pouvoir, n'est-ce pas, faire évaporer l'eau et recueillir le sel, je crois que c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce qu'on, par rapport à l'ancienne méthode, qu'est-ce qu'on reproche réellement à l'ancienne méthode? Alors, l'ancienne méthode, c'est une méthode destructrice. C'est une méthode qui détruit nos zones humides. Vous savez, au niveau des lagunes côtières, vous avez ce que nous appelons les mangroves, qui regorgent de plantes spécifiques qu'on appelle des palétuviers, qui sont des plantes à racines échasses. Donc, c'est dans cette zone qu'avant, on faisait le sel. Et en voulant faire le sel, on prend une partie du sol riche en ce sel-là et, n'est-ce pas, on utilise beaucoup de bois pour pouvoir produire ce sel. Il est arrivé à ce qu'on estime à près de 1 mètre cube de bois brûlé pour pouvoir produire 100 kg de sel. Seulement 100 kg de sel, il faut déboiser 1 mètre cube de bois. C'est énorme. Donc, c'est une méthode qui détruisait nos forêts, qui détruisait nos écosystèmes humides et qui avait beaucoup d'impact négatifs sur l'environnement. Donc, par rapport à l'ancienne méthode, je crois que la nouvelle méthode est une avancée. Est-ce qu'on peut appliquer cette méthode-là à Adjegbadji, par exemple? Vous voyez, c'est une méthode qui n'est pas inventée au Bénin. Elle existe dans d'autres pays. Et c'est une méthode qui n'est pas contraignante. Prendre de l'eau de mer, l'étaler sur des bâches au soleil et attendre pour venir recueillir le sel. C'est très simple. Vous comprenez? Donc, je crois que n'importe où vous avez la possibilité d'avoir l'eau de mer ou de transporter l'eau de mer pour aller, il est possible de mener cette activité-là. Donc, selon vous, on peut fabriquer du sel marin à base du solaire sur tout le territoire de l'Union. Sur tout le territoire. Le plus important de savoir transporter l'eau de mer. Si on peut transporter l'eau de mer de Cotonou à Tchoumi-Tchoumi, c'est qu'on peut fabriquer le sel marin à Tchoumi-Tchoumi. Peut-être le soleil, c'est ce qu'on a à revendre au Bénin. Absolument. C'est inépuisable et nous l'avons abondamment. Nous devons pouvoir l'exploiter abondamment. Il y a la même technique à Adjegbadji, vous l'avez dit tout à l'heure, mais cette technique, le sel est produit sur des bâches, mais là-bas, c'est plutôt le sol qu'on racle. Voilà. On ajoute de l'eau. Oui. Alors, cette technique qui se passe actuellement à Adjegbadji est une avancée par rapport à l'ancienne technique, mais il faut avouer qu'elle a des insuffisances. En ce sens qu'en raclant le sol, vous portez atteinte, n'est-ce pas, à la vie dans le sol, vous portez atteinte au paysage, vous laissez des trous dans ces zones où l'activité se mène. Mais ici maintenant, vous constatez que par rapport à ce que nos mamans font à Semekbodji, on ne touche même pas au sol. Au contraire, on étale dans le sable des bâches. Et c'est sur les bâches que l'on verse, n'est-ce pas, de l'eau de mer et on laisse le soleil faire le reste. Vous voyez? Donc actuellement, je crois que c'est une méthode écologique, une méthode qui n'est pas encore populaire, mais qu'il faudrait qu'on essaie de promouvoir. Oui. Et en voulant faire la promotion, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez comme stratégie de promotion? Vous voyez, actuellement, comme l'élément l'a dit, le Bénin a besoin de 30 000 tonnes de sel par an et nous ne produisons que 3 000 tonnes. Il y a un déficit de 27 000 tonnes de sel que nous devons pouvoir produire nous-mêmes parce que le sel rentre dans notre alimentation de tous les jours. Alors, donc, je crois que l'expérience qui se fait à Semekbodji est une expérience pilote qu'il va falloir vulgariser, qu'il va falloir généraliser.
c'est quelque chose qui a commencé. C'est vrai, ce n'est pas eux qui ont inventé la technique. La technique existe ailleurs, mais c'est déjà un plus d'avoir commencé par, n'est-ce pas, la mettre en application et par fabriquer le sel de façon écologique à partir, n'est-ce pas, de l'eau de mer brute. Donc, je disais que ce qui est en train de se faire à Sémékoti doit être pourvoyeur d'emploi. C'est-à-dire que partout où on a la possibilité d'occuper les jeunes à fabriquer le sel, ne serait-ce qu'à partir de la matière première qui est l'eau de mer, qu'on ne va même pas acheter, je crois que c'est une chance. C'est une chance qu'il ne faudrait pas qu'on rate. Il faudrait qu'on l'exploite à fond. Oui. C'est une source d'emploi, produit du sel à partir de l'eau de mer. Et je crois que si on est vraiment organisé, on peut être pays exportateur de sel à partir de cette technique-là. C'est très important. Oui, alors, le fait que cette activité soit saisonnière, est-ce que ça ne va pas amener cette dame-là à passer à une production hybride, c'est-à-dire, bon, fait quand on est en saison sèche et produit avec du soleil, et quand on est en saison pluvieuse, bon, on se rabattre un peu sur les bois. Non, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop parce que c'est vrai, c'est une activité saisonnière. Elle est saisonnière tout simplement parce que l'intensité du soleil diminue en saison pluvieuse. Vous savez, quand il se met à pleuvoir, le ciel est nuageux, il n'y a pas de soleil, l'activité ne pourra pas se faire. Le sol sur lequel elles étalent les bâches n'est plus assez disponible. Même quand elles vont étaler l'eau de mer et la pluie va tomber dedans, l'eau sera diluée et impossible de mener l'activité. Mais je crois que ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème en ce sens qu'il est possible de faire l'activité de façon intense, à telle enseigne que pendant cette période où le soleil est beaucoup, elles vont produire beaucoup de sel, effet des stocks, et pendant les temps morts, pendant la saison pluvieuse, elles peuvent aller faire du maraîchage. Elles peuvent aller faire autre chose. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Oui, parlant bien sûr du besoin, de la quantité de sel dont le Bénin a besoin en réalité. Et je me dis, est-ce qu'on pourra produire les 30 000 tonnes avec une activité saisonnière? Alors, je crois que la réponse c'est oui. Nous avons 125 km de côte, donc de l'eau de mer étendue sur 125 km. L'eau de mer dont nous parlons, on n'ira pas l'acheter. Donc, si nous organisons, nous formons, parce qu'il y a autre chose, c'est de former les gens. On ne se lève pas pour le faire. Elles ont été formées par l'ancien maire. Donc, si nous organisons les jeunes, nous les formons au niveau, à l'échelle arrondissement, à l'échelle de nos communes, à l'échelle de nos départements, et ils savent, les jeunes, savent que je peux aller me faire de l'argent en prenant l'eau de mer et en ayant mes bâches et tout, il suffira seulement de les encadrer. Et je crois que partout, l'activité va se mener. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est bien, quoi. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on laisse ce projet-là à l'échelle pilote, à l'échelle expérimentale, mais que tout de suite, on commence par dire comment nous pouvons former nos femmes, comment les associations de développement, comment on peut les former, les jeunes qui sont sans emploi, comment on peut les mobiliser pour que vraiment ils soient des acteurs dans le domaine et on puisse vraiment produire abondamment ce sel-là, non seulement le consommer à l'échelle nationale, mais aussi l'exporter. Maintenant, si on doit étendre cette technique sur toute la côte comme vous le proposez, est-ce qu'il faut continuer à la pratiquer de façon artisanale, de façon manuelle, parce que les dames vont dans la mer prendre l'eau avec des bassines sur la tête? Voilà, aller dans la mer prendre de l'eau avec des bassines sur la tête, c'est un gros risque. Un gros risque, hein? Vous savez, nos vagues ici ne pardonnent pas à certaines distances de la côte. Donc, moi, je crois qu'il faudrait que l'État joue sa partition. Est-ce que vous pensez qu'il faut industrialiser? C'est ce que je veux dire. Quand on parle d'État, c'est le volet industrialisation de l'activité. C'est à l'État, n'est-ce pas, de dire comment nous allons essayer de quitter l'étape embryonnaire, l'étape traditionnelle
de cette fabrication de sel à partir du soleil et, n'est-ce pas, d'aller à une étape moderne. Parce que, vous voyez, quand on va dire c'est une bonne chose, il faut le faire, vous allez voir que d'ici là, les bonnes dames vont commencer par aller dans la mer pour prendre du sel, de l'eau de mer et ne plus revenir. C'est grave. Mais par contre, s'il y a des structures qui sont munies de pompes, de motopompes, qui peuvent pomper l'eau de mer, qui peuvent filtrer l'eau de mer pour pouvoir la débarrasser de ces éléments en suspension et mettre, n'est-ce pas, de l'eau de mer de qualité à la disposition de ces structures, de ces ONG, de ces associations, de ces groupements de femmes, ça va faciliter la tâche. Et aussi, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on aille à l'industrialisation. Parce que tel que ça se passe quand on dit dans le sable... on dit également pollution. Non, pas nécessairement. Toute industrie ne pollue pas. Il y a des industries vertes. Voilà. Vous voyez, il y a des industries vertes. Donc, il faut une industrialisation verte. Ah oui, il faut une industrialisation verte pour rester écologique. Merci beaucoup à vous, docteur Flavien Dovonou. Merci. Merci, Amandine. Vraiment, c'était une très belle semaine en compagnie, bien sûr, de ce sujet sur nature et bien-être. On a appris beaucoup de choses. Sincèrement, j'ai appris beaucoup. Je ne savais pas que... Et j'espère que vous préparez votre portefeuille. Ah oui, bien sûr. Pour l'investissement. Oui, je vais investir. On va investir dedans. Oui, parce que c'est ce qu'il faut d'ailleurs même. Il faut investir dans le développement de son pays pour en faire un paradis, tout simplement. Nature et bien-être, terminé. On ouvre une autre page, celle de l'expert sur le grand rendez-vous. Oui, les ONG définies sur ce plateau comme un des piliers du développement socio-économique de tout pays, des nations, si vous voulez. Et on vient en plateau avec Guevara Dayou, qui est responsable d'ONG aussi, sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir, Guevara. Bonsoir, Assio. La pleine forme ce soir. Tout à fait. Alors, on se retrouve pour parler, bien sûr, des ONG. Je sais que vous êtes dans ce milieu. Vous avez également une ONG, une association que vous dirigez aussi. Mais quand on dit que les ONG constituent des piliers pour le développement socio-économique de toute nation, qu'est-ce que vous en dites en réalité? Pourquoi est-ce qu'on le dit ainsi? Oui, avant tout propos, je voudrais d'abord rappeler brièvement la définition de ce que c'est qu'une organisation non gouvernementale. Donc, le 12 juillet 2001, le gouvernement qui était en place en ce moment a pris un décret qui est intitulé le décret 2001-234 du 12 juillet 2001. En son article 1er qui stipule que, alinéa 1er, est considérée comme organisation non gouvernementale une association nationale ou étrangère à but non lucratif, créée par initiative privée, regroupant des personnes physiques ou morales en vue d'exercer une activité d'intérêt général, de solidarité ou de coopération volontaire pour le développement. Et il continue en son alinéa 2 en disant « L'ONG contribue directement ou indirectement à l'amélioration durable, participative et consciente des conditions de vie des communautés à la base. Elle est tenue dans ses activités d'opérer sans distinction de race, de religion, de sexe, d'ethnie et ne s'autorise aucune activité politique partisane. » Enfin, en son troisième alinéa, elle dit « Elle vise la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions culturelles, sociales, économiques et politiques. » Mais je tiens d'abord à préciser qu'une ONG est d'abord une association apolitique, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de la politique. Mais si on précise dans son alinéa 3 qu'elle vise la promotion des droits politiques, c'est pour dire par exemple qu'elle vise le citoyen a le droit de vote, c'est un droit politique. Mais ça ne veut pas dire que l'ONG fait la promotion d'un homme politique. Donc il faudrait au fait que les gens puissent faire cette nuance-là à leur niveau et qu'ils n'opèrent pas des confusions. Des confusions. Parce qu'on voit des ONG qui soutiennent tel homme politique, des ONG... On n'arrive vraiment pas à comprendre, il y a toute une amalgame au Bénin. Bon, moi-même, je ne vais pas rentrer dans cet amalgame, mais si nous devons nous en tenir à la définition qu'a donnée le décret, voilà ce qu'il en est. Une ONG est apolitique, à but non lucratif. Elle peut être un regroupement de personnes physiques comme un regroupement de personnes morales, mais le plus important, c'est qu'elle doit viser l'intérêt général,
doit être de coopération pour le développement. Donc, c'est ça le plus important qu'il faut viser au fait. Et elle ne doit pas opérer avec une distinction basée sur le genre, le sexe, la religion, la race. Ah, d'accord. Et pourtant, comment comprendre alors les ONG qui sont uniquement, qui axent leurs actions sur les femmes uniquement, par exemple? D'accord. Je comprends la complexité à ce niveau. D'abord, pour une ONG qui a ses actions sur la femme, c'est que vous devez voir qu'en corollaire, elle doit développer des activités qui vont aussi à l'endroit des hommes. Ah bon? Ça, c'est ce qui devait être. Voilà. Mais si essentiellement elle doit axer ses activités vers la femme, elle doit en corollaire faire que les impacts de ces activités doivent toucher aussi aux hommes. Mais il se fait qu'en réalité, dans la création des ONG ou associations, les gens choisissent toujours le nom qui leur semble le plus agréable à entendre. Donc parfois, il leur arrive de fonctionner comme des associations, mais de choisir l'appellation ONG. Donc, et c'est comme ça aussi, il leur arrive de fonctionner comme des ONG, mais de choisir l'appellation association. Donc ces confusions-là aussi parfois s'opèrent, et ce qui fait au fait que les gens arrivent à être facilement confus quant au fonctionnement des organisations sur le terrain. Alors, si je comprends bien, il y a une différence entre une association et une ONG. Tout à fait. Et quelle est la différence? Pour ma part, la grande différence, c'est qu'une association peut être basée sur le genre, elle peut être basée sur la race, elle peut être basée sur la religion, elle peut être basée sur les opinions politiques. Okay. Par contre, une ONG n'a pas de distinction à faire en ce qui concerne ces différents points qui ont été cités et qui ont normalement été stipulés dans le décret 2001-234 du 12 juin 2001. Alors, ONG définie comme pilier de développement, pourquoi? Oui, l'ONG est définie comme pilier de développement parce que au niveau de l'article 2 de ce même décret, il est stipulé qu'une ONG est une organisation autonome dont les actions peuvent être complémentaires ou en partenariat avec celles du gouvernement. Donc, déjà, tout de suite, il faut qu'on précise, une ONG n'est pas en concurrence avec le gouvernement en place. Donc, ces actions doivent être complémentaires ou en partenariat avec les actions du gouvernement. Donc, le mieux à faire, c'est déjà, lorsque vous voulez créer une ONG ou que vous avez créé une ONG qui est dans certains domaines d'activité donnés, c'est de vous renseigner, de savoir les efforts qui sont déjà fournis par le gouvernement ou l'État en ce sens, et de savoir en quelle mesure vous pouvez compléter au fait les actions de l'État dans ce sens-là, et voir aussi dans quelle mesure vous pouvez entrer en partenariat avec l'État pour que les actions puissent avoir un impact beaucoup plus visible et beaucoup plus poignant sur le terrain. Alors, si je comprends bien, si on prend l'exemple du PAG, dont l'épine dorsale, c'est le tourisme, par exemple, donc il y aura peut-être des ONG qui vont se dire, ben, en réalité, comme c'est l'État a choisi comme épine dorsale de son PAG le tourisme, nous allons donc mener des actions pour accompagner le PAG. C'est ça en réalité ce que vous dites? Tout à fait. Et nous basons toujours sur cet exemple-là que vous avez donné, c'est qu'il y a des ONG, par exemple, qui interviennent fortement et efficacement dans le domaine du tourisme. Donc ce serait bien que ces ONG-là s'approprient le PAG du gouvernement actuel et voir en quelle mesure, au fait, ils puissent collaborer ou entrer en partenariat sur les projets phares du gouvernement actuel pour que les actions puissent être menées de façon efficace et efficiente. Et ça dit que le gouvernement aussi, en concevant donc son PAG, doit prendre en compte les actions des ONG. Vous m'amenez sur un terrain un peu glissant. Oui, mais l'idéal aurait été que lorsque l'État veut initier un projet qui fasse l'état des lieux, je n'ai pas été à la conception du PAG, donc je ne saurais le dire. Mais tout compte fait, je pense que l'idéal aurait été qu'on fasse l'état des lieux pour savoir déjà les organismes qui exercent déjà dans ce milieu et qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fournissent déjà comme effort et comment pouvoir les aider à atteindre ou à avoir un effet beaucoup plus efficace. Maintenant, si ça a été fait, c'est bien. Si cela n'a pas été fait, je pense que ce n'est pas encore tard. L'État a toujours cette capacité-là, au fait, d'associer
les organisations non gouvernementales qui interviennent peut-être, comme on est en train de parler par exemple du cas précis du tourisme, de s'associer ces organisations-là dans ces projets phares qui sont contenus dans le PAG. Alors, quelle doit être donc la motivation d'un quelqu'un qui veut créer une ONG en réalité? Quelles doivent être ses motivations? Non, est-ce que... Parce qu'il y en a qui créent parce qu'ils veulent gagner de l'argent, il y en a qui créent parce qu'ils veulent être serviables juste à une communauté et tout. Ben, on n'arrive vraiment pas à savoir en réalité ce qu'ils gagnent, ceux-là qui créent les ONG et qui les gèrent. En fait, je me doutais bien qu'on allait en arriver à la recherche du profit. Mais il faudrait déjà tout de suite que je puisse dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui nous suivent qu'une ONG, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, en aucun cas, les bénéfices ou les plus-values que génèrent les différents projets et activités menés par l'organisation ne sont destinés à être distribués entre les membres fondateurs ou entre les membres de l'organisation. Donc, pas du tout. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir s'en servir pour un intérêt général. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on va se mettre dans sa poche et puis commencer par se distribuer entre partenaires. Si vous avez cette intention, autant créer une société commerciale et savoir que vous fonctionnez comme ça. Mais si vous vous aventurez à créer une organisation non gouvernementale et affiliée, c'est-à-dire association, fondation, soyez-en sûrs, vous n'avez pas, du moins cette possibilité-là ne vous est pas offerte. Mais si d'aventure vous le faites et que les impôts s'intéressent à vous, vous allez en répondre tout simplement. Tout simplement, oui. Alors, dans ce cas, une ONG emploie quand même des gens. Il faut payer ces gens-là. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui se retrouve, une contradiction à ce niveau? Nulle part. Il n'y a même pas de confusion qui puisse s'opérer, puisque déjà une ONG, c'est des membres. Et ces membres supposent des cotisations. Et si l'ONG a un personnel, c'est que ce sont les cotisations qui sont censées... Des membres qui sont censés couvrir les charges de fonctionnement de cette organisation. Maintenant, si l'ONG installe un projet, c'est normal que pour un projet, il faut un personnel pour pouvoir gérer, un personnel qualifié pour pouvoir gérer ce projet. Donc déjà, pour que le projet soit viable, il faudrait déjà inclure dans ce projet les mécanismes de dédommagement ou de motivation, d'intéressement du personnel qualifié que vous aurez associé à la réalisation de ce projet. Et donc, c'est dans ce cas, il ne s'agit pas donc d'avoir une ONG qui a des bénéfices, qui gagne de l'argent à travers donc ces activités, non? Non, mais il faudrait aussi nuancer qu'une ONG peut mettre en place des activités rémunératrices de revenus. Mais ces activités rémunératrices de revenus doivent servir au fait à réaliser les objets et la mission de l'ONG, pas pour que les membres fondateurs ou les partenaires sociaux qui ont aidé à créer cette ONG puissent se mettre cet argent dans leur poche ou puissent se le partager. Alors, parlant bien sûr des activités, des actions que peuvent mener donc les ONG, est-ce qu'on peut en citer déjà? Non, est-ce qu'on peut en citer? Si on devait se permettre de commencer par en citer, il y en a une profusion. Donc, je ne sais pas si vous me permettrez, moi, par exemple, d'en citer pour mon organisation. Parce que, dites-nous, par exemple, vous faites quoi? Prenons-nous notre cas. Depuis novembre 2012, le gouvernement béninois a défini des normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection des enfants. OK. Donc, la réelle difficulté que ces normes éprouvent sur le terrain, c'est que les centres d'accueil et de protection des enfants, pour le cas des orphelinats dans lesquels, le domaine dans lequel nous intervenons, il y a beaucoup d'orphelinats qui existent depuis 50 ans, 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans. Donc, ces centres ont été installés avant que ces normes-là puissent être définies. Et aujourd'hui, ils éprouvent beaucoup de difficultés à se conformer à ces normes-là. Donc, nous, dans notre façon d'être complémentaire à l'État, nous vulgarisons déjà ces normes et standards auprès des centres avec lesquels nous travaillons. Okay. Nous les aidons aussi à identifier les projets qui puissent leur permettre de se conformer à ces normes et standards, de les rendre beaucoup plus viables et présentables
et de pouvoir les soumettre maintenant aux différents partenaires qui se rapprochent d'eux pour savoir en quelle mesure ils puissent les aider. Donc voilà, par exemple, une action que nous menons et qui nous permet quand même d'être complémentaires à l'État. À l'État, oui, parce que l'État aussi doit pouvoir aider donc, ces enfants-là. Donc s'il y a des ONG, ça facilite la tâche à l'État. C'est un accompagnement en fait de l'État. Et non, les ONG, il y en a qui créent des ONG et qui attendent à ce que l'État leur donne de l'argent pour aller mener des actions. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Oui, bon, en fait, dire que des gens créent des ONG et qu'ils attendent que l'État leur donne des subventions pour pouvoir aller opérer des actions sur le terrain, je trouve que c'est peut-être parce qu'ils ont mal conçu leur projet de développement de leur ONG. Parce que si vous devez forcément attendre qu'un partenaire vous donne de l'argent d'abord avant de le faire, vous risquez d'attendre longtemps. Et à la fin, si ce partenaire est celui qui vous donne le plus de moyens, il risque de dénaturer votre projet, de dire « moi je ne suis pas d'accord sur tel point, tel objectif » et vous devez le changer en ce sens. Mais par contre, l'État a mis en place un certain nombre de mécanismes qui puissent permettre quand même pas forcément de financer en termes de moyens de numéraires, mais quand même d'accompagner les ONG et associations. Donc, il y a par exemple l'accord cadre et les accords de partenariat que les ONG peuvent signer avec le gouvernement et l'État pour pouvoir leur permettre quand même d'alléger certaines charges et puis d'avoir aussi certains accompagnements au niveau des formations du personnel, des formations des membres et aussi des subventions. Donc voilà quelques aspects qui peuvent quand même permettre aux gens de le faire. Mais c'est des dossiers à fournir et il faut répondre quand même à certaines normes pour pouvoir y postuler. Merci beaucoup à vous, Guevara Dayou, d'être venu sur ce plateau, nous expliquer tout ça. J'espère que vous allez vous rendre disponible prochainement pour nous amener un peu plus dans les tréfonds, beaucoup plus de détails sur le fonctionnement des ONG. Parce que ça va éclairer plus d'un, sincèrement. Tout à fait. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'offrir cette tribune pour pouvoir sensibiliser nos populations sur ce que c'est qu'une organisation non gouvernementale. Parce que à chaque fois que je propose mes consultations aux gens pour les aider à créer, je me rends compte qu'il y a beaucoup de confusion qui s'opère. Et je me rendrai toujours disponible pour que les gens puissent connaître ce que c'est qu'une organisation non gouvernementale. Merci beaucoup, Guevara Dayou. À très bientôt à vous. La suite du grand rendez-vous, c'est dans notre salon de beauté que ça va se passer, n'est-ce pas, Océane? Oui, on sera dans notre salon de beauté aujourd'hui. C'est beauté au pluriel. Beauté au pluriel, aujourd'hui, parle des mèches, des rajouts, tout simplement. Alors, combien coûtent ces rajouts en réalité? Il paraît que ça coûte les yeux de la tête pour parler de façon générale de la coiffure féminine. Suivons d'abord le reportage et on revient. Ras, court ou long, l'on ne pourrait parler de beauté féminine sans évoquer les cheveux. Son entretien fait partie intégrante du rituel de beauté. La plupart des femmes sont prêtes à dépenser des sommes exorbitantes pour se faire belle. Bon, je pense que moi, personnellement, je suis prête à dépenser 20 000 si c'est les tresses, c'est-à-dire des tresses bien longues, mèches, tout coiffure. Mais si c'est naturel, c'est un budget jusqu'à 30 à 40, pourquoi pas 50. Avec les closures, tu te retrouves à 70 000, pourquoi pas. Juste pour se faire belle. La coiffure valorise la femme et la rend jolie. Je crois que je peux dépenser à partir de 8 000 francs. Je fais les cheveux une fois par mois au plus, pour ne pas trop les abîmer. Et je peux aller jusqu'à... Le budget que je prévois, ça varie entre 10 et 15 000 francs, au plus. Pour faire une coiffure, ça dépend de ce qu'elle veut avoir sur la tête. Si c'est des brésiliennes ou un truc, des humaines, au moins 100 000 pour lui faire plaisir. Coiffure sur la tête d'une femme, moi j'aime bien. Et ça sort le visage de la femme. Donc je suis prêt à aller jusqu'à 100 000 francs pour sa coiffure, pourquoi pas. Après l'étape des mèches, c'est ensuite le salon de coiffure. Là encore, le prix de chaque coiffure dépend de la mèche et de sa qualité.
Il y a plusieurs types de coiffures. Nous avons les tresses, les tissages. Ceci, le tout fourni peut revenir à 15 000 francs. On doit acheter la mèche et ensuite tresser. Pour avoir une belle coiffure sur la tête, il faut prévoir entre 8 000 et 15 000 francs. Les mèches synthétiques sont abordables. 1 500 ou 3 500 francs CFA suffisent pour leur coiffure. Par contre, avec les mèches naturelles, c'est beaucoup plus cher. C'est de 5 000 francs à 10 000 francs CFA la main-d'œuvre. Les clientes viennent toujours car la coiffure est très importante pour la femme avant les habits, même avec la morosité économique. Coiffure naturelle, synthétique ou encore tressée, les cheveux demeurent le premier critère de beauté chez la femme. Et la beauté a évidemment un prix. Oui, ça a un prix. Est-ce que ça coûte vraiment les yeux de la tête? C'est à cette question que va donc nous aider à répondre aujourd'hui Juanita Sogan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être disponible pour le grand rendez-vous. Alors, nous parlons des mèches, des rajouts. Il y a quel... Dites-nous les différents types de mèches qui existent en réalité. De nos jours, nous avons plusieurs types de mèches. Pour commencer, nous avons les mèches brésiliennes, les mèches naturelles, les mèches synthétiques, les mèches pour faire des tresses, des druides et aussi des crochets. Des crochets. Donc, si je comprends bien, il y a une différence entre les mèches brésiliennes et les mèches naturelles. Oui, oui. Quelle est la différence? La différence est que les mèches brésiliennes sont fabriquées à base des cheveux des Indiens, mais compte tenu des mèches naturelles, elles sont fabriquées avec le caoutchouc. Donc, avec des produits naturels, tout simplement. Ah, donc, tu vois bien, donc les mèches brésiliennes, c'est des mèches vraiment des vraies brésiliennes. Non, ce sont des cheveux, en fait. Oui, oui, ce sont des cheveux. Donc, on les rase et puis on nous amène ça. Oui. Oh là là, les dames. Ça, c'est bien, ça. C'est super, en tout cas. Et alors là, on se dit que la coiffure féminine coûte les yeux de la tête. Et que c'est vous, les revendeuses de mèches, qui prenez vraiment la bonne partie de cet argent. Est-ce que c'est vrai? Ça, vous avez raison, c'est vrai. De nos jours, pour ressortir la beauté de la femme, oui. D'abord, c'est le physique. Et le physique, c'est au niveau de la tête. Ce sont les cheveux. Okay. C'est par là qu'il faut commencer d'abord. Dans ce sens-là, la femme... C'est pas encore une femme, quoi. C'est pas encore une femme. Ouais. Donc, les femmes ont plus tendance à faire des mèches brésiliennes, des mèches naturelles, et aussi des tresses. Mais c'est plus ça, les mèches brésiliennes et les mèches naturelles qui circulent le plus. Brésiliennes et naturelles. Qui circulent le plus. Qui circulent le plus. Oh. Les mèches naturelles, compte tenu du prix, ça varie. Ça dépend de la longueur, de la couleur, de tout ça pour donner le prix. Donc, nous pouvons dire que les mèches brésiliennes varient de 100 000 francs jusqu'à 500 000 francs. À partir de 100 000? À partir de 100 000 jusqu'à 500 000. Wow. Mais les mèches naturelles peuvent commencer déjà à partir de 5 000 francs jusqu'à 80 000, 70 000. Nous pouvons avoir des mèches naturelles. Ah, d'accord. Donc, les brésiliennes coûtent plus cher que les naturelles. Voilà. À partir de 100 000. Wow. Et ce que vous avez là, c'est quoi? Là, ça, c'est des tissages naturels. C'est pas du brésilien. Ah, c'est pas du brésilien. C'est du naturel. Mais ça doit coûter autour de 80. Hein. Non. Ah. Ça coûte... Et il y en a de disponibles à chaque moment? Oui. Bon, les femmes décaissent ça sérieusement pour ça. Mais nous prenons souvent, pour les mèches brésiliennes, nous prenons ça souvent sur commande. Okay. Sur commande. On ne peut pas les avoir là parce que ça coûte, il ne faut pas prendre son argent et aller prendre rien que des brésiliennes et attendre que
les clientes viennent. Non. On prend ça sur des commandes, mais les naturels, les synthétiques et autres, c'est disponible. À n'importe quel moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir tout à l'heure à vous pour parler des origines, là où vous arrivez donc à vous approvisionner en mèche tout à l'heure. Pour le moment, il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. C'est comme ça se passe. On va retrouver une dame, c'est Nadège Sani, avec ses mèches pour le journal. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous pour ces quelques minutes d'information. Voici les titres. Motiver les femmes des médias à s'intéresser davantage à la presse écrite, c'est le but du projet Journée Presse Femmes et Développement qui est à sa 8e édition. Les détails dans un instant. L'ouvrage Le Pacte de l'écrivain Claude Balogun fera l'objet d'une rencontre littéraire samedi. Il traite de l'importance du travail dans la vie d'un homme. Avant ce rendez-vous culturel, l'auteur nous fait un résumé de son ouvrage. La croissance de la Chine se stabilise à 6,8%, dopée par une forte consommation, ceci en dépit d'un essoufflement de la production industrielle. Huitième édition du projet Journée Presse Femmes et Développement. Le journal Le Révélateur vient de procéder à nouveau au lancement officiel des activités. Une occasion pour inciter les femmes à s'orienter davantage dans la presse écrite et dans les autres instances de décision. C'était hier à l'université d'Abomey-Calavi, compte rendu Alexis Kenom d'Estonia Bigo, Jennifer Sachevi. Les femmes des médias sont beaucoup plus présentes dans l'audiovisuel au détriment de la presse écrite. Face à ce constat, le journal Le Révélateur entend inverser la tendance. Il met en route le projet Journée Presse Femmes et Développement. La presse souffre du manque criard de femmes. C'est conscient de cela que le journal des étudiants Le Révélateur a trouvé judicieuse l'idée d'organiser des journées de formation spéciale en faveur de la gente féminine afin de motiver les étudiantes à prendre part aux délices de la presse écrite, à s'intéresser aux questions de leadership et aux postes de grandes responsabilités et de décision. L'initiative est à sa 8e édition. Les participantes ont exprimé leur reconnaissance. La femme est le pilier de la nation, celle qui peut développer le pays. Elle a des talents, des capacités qui pourront lui permettre d'avoir les mêmes pieds d'égalité que l'homme. Alors je remercie vraiment le journal La Presse écrite Le Révélateur pour cette initiative mise à la disposition de nos femmes pour nous valoriser. Quand tu as la chance de participer à ces genres de projets, tu sais vraiment ce qui se passe, ce que tu as à faire. Donc moi, je crois que le projet a vraiment sa chance d'être. Des communications pour mieux édifier les femmes journalistes en devenir a opéré un choix judicieux. Il faudrait que les femmes professionnelles des médias face à cet enjeu de l'émancipation de la femme soient de réels professionnels, c'est-à-dire des professionnels avérés, qu'elles se révèlent à elles-mêmes, qu'elles sachent qu'il leur faut maîtriser leur savoir-faire pour pouvoir impacter et, comme Gemma le dit, infecter les autres femmes. Parce que quand on parle d'émancipation de la femme, on parle de l'affranchissement de la femme. Elles doivent s'affranchir, les femmes béninoises. Le projet reçoit l'approbation des aînés qui ont des expériences avérées en matière de journalisme. C'est bien dommage que nous en sommes encore à parler de l'émancipation de la femme. Mais c'est une joie pour moi que la flamme reste toujours allumée et que cela continue à rester un combat qui motive des jeunes, qui plus est des jeunes étudiants. Donc c'est un sentiment de joie et de tristesse, mais la joie arrive à dominer plus la tristesse parce que c'est un message d'espoir qu'ils sont en train de véhiculer pour nous dire que ce combat que nos mères ont eu à faire, que nous-mêmes nous avons eu à faire, continue. Pour que cette séance porte ses fruits, les leaders du Révélateur souhaitent continuer la sensibilisation.
Le réparateur automobile s'occupe habituellement dans les garages auto de l'énergie, de l'alternateur des véhicules, voire même de la lame. Une équipe de notre rédaction s'est rendue dans un garage pour en savoir un peu plus sur ce métier. Benol Djogbe et Dokas Tito nous emmènent ici, à Boïkan. Alidou Nouroudine est un électricien auto qui possède des notions pointues dans son domaine. Accompagné d'un mécanicien et d'un soudeur, il intervient au garage Saint-Henri, situé au carrefour Boïkan. Aucun véhicule n'a de secret pour lui. À chaque panne, une solution. Je pratique ce garage au moins depuis 3 ans. Au moins. Alors, il me donne satisfaction. La preuve est que mon véhicule est encore ici, là, pour un problème d'électricité. J'ai un problème avec mon alternateur et nous sommes en train de régler ce problème. Sans l'énergie, le véhicule ne peut pas fonctionner. Parlons de l'alternateur, par exemple, c'est lui qui charge la batterie et la batterie, lui, ça surtout partage le courant dans le véhicule. Parfois, il y a des véhicules, surtout électroniques, quand vous tombez dans des trous, par exemple, ça peut couper. Là, si tu étais électricien et tu ne comprenais pas ces genres de panne, tu es obligé de mélanger les choses. Vous arrivez au garage, il fait le diagnostic, il vous dit, bon, c'est tel problème, telle pièce. Il répare les systèmes électriques et électroniques des véhicules, la climatisation, l'alarme et les vitres. Il conseille également les clients et installe de nouveaux équipements. Aujourd'hui, c'est les véhicules électroniques que nous faisons. Quand tu étais électricien avant, aujourd'hui, il te faut des formations. Surtout si tu n'as pas été un peu à l'école, ce serait un peu difficile pour toi. Donc nous qui avons eu la chance de fréquenter un peu, parfois on va à Cotonou pour faire des formations, on revient là, ça nous arrange. Quand tu viens sur un véhicule, ça t'arrange à bien travailler. Des formations qui lui permettent aujourd'hui de mieux comprendre la constitution des véhicules de nouvelle génération et de gagner sa vie. Si un véhicule, son calculateur est gâté et tu as aménagé ça, vous avez tout fait et le véhicule est débarré, si ton maître d'œuvre, ça peut-être quelqu'un peut te donner 10 000, d'autres peut te donner 15 000, selon la capacité du client quand même. Il arrive des jours que tu peux gagner même 40, même 50, mais il arrive des jours que tu peux gagner 2 000, même 1 000 francs. Chargé de rechercher, diagnostiquer et résoudre tout dysfonctionnement ou panne des systèmes électriques des véhicules, Alidou Nouroudine est un véritable technicien de la maintenance automobile. Je vous le disais en titre, Le Pacte, un roman de l'écrivain Claude Balogun, sera au cœur d'une rencontre littéraire samedi prochain à l'Institut français de Cotonou. Au regard de l'actualité béninoise qui tourne autour de la cybercriminalité, les organisateurs vont mettre l'accent sur l'importance du travail dans la vie d'un homme. Claude Balogun fait un résumé de l'ouvrage et parle des objectifs de la rencontre littéraire. Il est au micro de Armandine Aniamboussou. Le Pacte, qui est un roman qui raconte une histoire purement africaine, moderne de toute façon, et qui aborde d'entre les lignes quelques aspects de l'endogénéité africaine. Dans le livre, il a été question d'un jeune homme, comme tous les jeunes béninois qui, à un certain âge, n'ont toujours pas du travail, qui sont toujours à la maison, avec une femme et 2-3 enfants sous le bras, et qui se débrouillent pour manger. Et dans cette tendance de travail précaire, ils arrivent à nouer des pactes avec des entités. Et ce pacte lui a permis de devenir subitement et rapidement riche. C'est ainsi que, en gros, notre ami qui s'appelle Alain Korovi n'a pas pu respecter les interdits annoncés et énoncés par les divinités. Et la chute a démarré. Quel a été le comportement de sa femme? Quel a été le comportement de sa maîtresse? Quelle va être la vie de ce qui est réservé à son fils garçon, alors que les divinités lui ont interdit de faire un garçon?
C'est tout ça là, c'est tout ça qu'on pourra parler. Le choix du livre n'a pas été de mon fait. C'est une équipe qui sélectionne, surtout l'écrivain et littéraire Asdé, qui organise cette activité depuis des années. L'équipe a lu et vu le développement récent de cette affaire de gaïmanisme, de Kennedy, de tout ce qu'il y a comme problèmes critiques liés au vaudou, aux réalités africaines. Ils ont jugé bon parler de tous ces aspects-là en se basant sur ce que je dénonçais déjà dans mon livre. Il n'y a jamais de gain facile. Il faut travailler, travailler, travailler. Il n'y a pas de saut-métier. Il n'y a pas de saut-métier. Même si vous êtes ramasseur de je ne sais pas quoi, il suffit de tout faire pour vous faire passer dans votre localité comme étant le meilleur ramasseur de cette chose-là du quartier. Vous allez vous enrichir, vous allez bien manger, vous allez être à l'aise. Mais si vous gagnez gratuitement et rapidement, facilement quelque chose, c'est sûr que vous allez perdre ça rapidement, au risque même de perdre votre vie. Au Ghana, 165 km de fibres optiques ont été officiellement réceptionnés par le gouvernement. Il s'agit de l'une des composantes du projet de corridor oriental à haut débit long de 800 km. Sa réalisation a été financée par l'Agence danoise de développement international DANIDA. Les 165 km de fibres optiques permettront d'offrir l'accès Internet haut débit à de nombreuses communautés urbaines et rurales, d'attirer les investissements et favoriser le développement. Le Sénégal avance progressivement vers la numérisation de son système de gestion financière. C'est ce qu'a annoncé l'inspecteur principal des impôts et des douanes à l'occasion d'un atelier d'échange avec les journalistes économiques sur les réformes de l'environnement des affaires au Sénégal. Ce système de gestion informatisé du foncier va permettre une interconnexion entre les services techniques, notamment le cadastre et les services des domaines. La Chine a vu sa croissance économique se stabiliser à 6,8% au premier trimestre. Le pays résiste à la chute que prédisaient certains analystes. C'est l'impact d'une consommation robuste, ceci en dépit d'un essoufflement de la production industrielle. Reportage. Dans les rues de Pékin, l'ambiance est décontractée. L'économie chinoise se porte encore visiblement bien en dépit de l'essoufflement de la production industrielle. Le produit intérieur brut du géant asiatique a progressé sur les 3 premiers mois de l'année 2018 au même rythme qu'au dernier trimestre de 2017. Bilan positif et objectif dépassés se réjouissent les spécialistes. Dans l'ensemble, les chiffres du premier trimestre de cette année sont très positifs et dépassent l'objectif de la croissance annuelle prévu par le gouvernement. Ainsi, pour nous, la croissance relativement positive de ce premier trimestre pourrait se poursuivre jusqu'au deuxième trimestre, ce qui pourrait nous donner une certaine marge de manœuvre pour la croissance du PIB sur l'ensemble de l'année. La structure générale de la croissance économique de la Chine change progressivement, en particulier dans le secteur des services, et cela va apporter de l'aide à l'emploi. Pendant ce temps, la conjoncture est restée dopée par une consommation intérieure toujours solide. Les ventes de détail, baromètre des achats des ménages, ont grimpé de plus de 10% sur un an en mars, accélérant plus qu'attendu par rapport à leur performance de janvier-février. Le point positif dans le secteur des services, c'est ce qu'il est capable de fournir beaucoup d'emplois. C'est le cas de la Chine. Et dans le monde entier, du moment où les chiffres d'emploi sont bons, c'est donc OK si la croissance économique est un peu plus rapide ou plus lente. Dans la foulée, le commerce en ligne continue de s'envoler pendant que la production industrielle s'est fortement flambée avec une progression de 6%. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.
Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. Retour en plateau avec Juanita Sogan pour donc continuer à parler de la coiffure féminine. On retient tout simplement, Juanita déjà, que les mèches brésiliennes coûtent entre 100 000 et 500 000 francs CFA. Le naturel, à partir de 5 000 francs déjà, on peut donc avoir le naturel. Jusqu'à 80 000. 20 000, 30 000, jusqu'à 80 000 comme ça. Mais alors, quels sont alors vos points d'approvisionnement? Pour s'approvisionner, nous avons la Chine, Dubaï, le Nigeria et le Togo. Oui, même le Togo. Oui, même le Togo. Oui. Pour ne pas, pour ne pas, parce qu'il y a des moments donnés, tu ne peux pas aller juste pour quelques mèches, aller jusqu'en Chine pour s'approvisionner. Donc, on fait recours au Nigeria et au Togo. Et au Togo. Et là, ça vous... les dames, quand elles viennent pour acheter les mèches, quelles sont souvent leurs exigences en matière de goût, voilà? Elles exigent, et souvent, elles nous demandent quels sont... Genre, elles nous demandent conseil d'abord. Quelles sont les mèches qui pourraient leur sier. Par rapport à leur teint, par rapport à leur teint, oui, par rapport à leur teint. Et aussi, il y a des dames, des jeunes filles. Donc, tout cela, on regarde tout cela pour leur conseiller telle mèche, telle longueur, telle couleur. Alors, si je comprends bien, il y a des mèches qui sont bien pour les dames, femmes claires, qui sont aussi bien pour les femmes noires, pour les jeunes filles, les dames, les mémés. Voilà. Même les mémés ont des mèches? Oui, même les mémés ont des mèches. Elles prennent souvent les mèches pour en faire des perruques. Ok. Et là, comment évaluer la qualité, contrôler la qualité, bien sûr, de ces mèches-là qui se vendent au Bénin? Parce qu'il arrive des fois où vous demandez une mèche naturelle ou une mèche brésilienne, on peut vous servir du naturel à la place des mèches brésiliennes. Oui, ça arrive souvent. Mais quand tu t'y connais, quand tu as du domaine, déjà au toucher, tu sens déjà la différence. Tu sens que ceci c'est du brésilien, ceci c'est du naturel. Au toucher déjà, on le sent. On le sent. Oui. Donc. Et ça a une longue durée. Les brésiliennes, tu peux l'utiliser jusqu'à ta mort. Ah bon? Oui, ça a une longue durée parce que c'est du cheveu naturel. Le naturel, au fur et à mesure du temps, ça sent du suie et après il faut l'entretenir pour le ramener encore neuf et tout ça. Mais avec le brésilien, c'est à long terme. C'est à long terme. Ouais. Donc, il y a de quoi que ça coûte 100 000, voire même 500 000 francs. Mais qu'est-ce qui fait alors la différence du prix au niveau des brésiliennes? Pourquoi il y en a de 100 000, il y en a de 500 000? Est-ce que c'est la qualité des cheveux ou c'est quoi? Pas la qualité des cheveux. La qualité des cheveux, oui, en un premier temps. La longueur, nous avons longueur par longueur. Les mèches commencent de la longueur 8. De la longueur 8 jusqu'à la longueur 32, 34, ainsi de suite. Il y a aussi la couleur, parce qu'une mèche couleur unie, ça a son prix. Il y a d'autres mèches qu'on doit teinter à moitié, ou soit on teinte toute la mèche. Donc tout ça, ça dépend. Ça dépend. Oui. La dernière fois, on a reçu un coiffeur sur ce plateau qui est venu nous parler, bien sûr, de la coiffure féminine, qui a donné donc des techniques aux dames, qui a dit par exemple qu'il faut acheter peut-être du naturel que vous mettez en bas et puis vous achetez des brésiliennes que vous mettez en haut pour donner l'impression que c'est ça. Est-ce qu'il arrive que des dames? Oui, il arrive. Oui, ils font le mélange souvent. C'est fréquent. Oui. Ah, tout simplement. Donc, c'est aussi une technique pour ne pas trop dépenser, mais avoir une très belle apparence. Oui, voilà. Tout simplement. Et donc, dans ce cas, pour un mélange comme ça peut coûter combien pour une dame? Ça dépend. Je dis toujours, ça dépend de la longueur. De la couleur. Alors, quand on fait un mélange comme ça, comment est-ce qu'on peut l'entretenir? Pour l'entretenir, c'est très simple. Pour entretenir ces mèches, comment dirais-je? Par exemple, j'ai du naturel avec des mèches brésiliennes. Oui, l'entretien des mèches naturelles des brésiliennes, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc,
Donc, c'est conseillé de mélanger brésilienne et naturelle. Oui. Alors, et quand j'ai, par exemple, des mèches, synthétiques, voilà, c'est ce que vous avez dit. Hein. Oui, j'ai trouvé le terme. Synthétique et des brésiliennes. Est-ce que c'est conseillé de mélanger? Non. C'est pas du tout conseillé parce que le synthétique, déjà, 2 semaines à 3 semaines, ça durcit. Ça durcit. On voit clairement. Déjà, même le jour de l'achat, vous sentez déjà que bon, c'est sec. C'est pas mou comme le naturel. Donc, on ne peut pas le mélanger sur la tête. Sur la tête. Sur la tête, non. Donc, on peut mélanger naturel et brésilienne. Synthétique, c'est synthétique. Non, synthétique. Vous avez bien fait comme ça. Donc, synthétique, c'est synthétique. Il ne faut pas mélanger ça. Vous finissez d'utiliser 2-3 semaines après. Bon, oui, ça durcit déjà. Vous êtes découragé. Vous êtes découragé, donc vous changez carrément. Et quelles sont les mèches que les dames viennent acheter souvent? Les mèches que les dames viennent acheter souvent, ce sont les mèches naturelles. Naturelles. Parce que presque tout le monde a la possibilité de s'offrir le luxe des mèches naturelles, mais brésiliennes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les mèches brésiliennes, c'est pour cela qu'on prend souvent ça sur commande. Si tu es intéressé, tu donnes une avance, on te fait la commande et lors de la livraison, on touche la totalité. La totalité. Merci beaucoup à vous, Juanita Sogan, pour toutes ces explications. On comprend donc que vraiment la coiffure féminine peut coûter les yeux de la tête parce que les hommes, avec 500 000 francs, 1500 ou plus, bon, c'est déjà bien. Vous êtes tout clean, tout bien en forme. Mais avec les femmes, c'est au minimum combien? Ça dépend. Ça dépend toujours. Ça dépend toujours. Ça dépend toujours de la qualité de la mèche que vous avez acheté, du modèle que vous êtes allé faire également chez le coiffeur. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Donc il y a des techniques pour vous amoindrir le coût de vos cheveux pour que ça n'atteigne pas le coût des yeux de la tête, tout simplement. Allez, ce sera tout. Merci beaucoup, Juanita. À très bientôt. Merci beaucoup. La suite du grand rendez-vous, maintenant, c'est dans notre palais de la culture. Nous allons chanter ensemble, en chœur, le chant choral sur le grand rendez-vous. Oui, le chant choral, parlons-en, mais faisons également un lien entre le chant choral et la musique traditionnelle. Cet exercice, nous allons le faire tout à l'heure avec le maestro Meshak Adjaro. Suivons déjà le rôle, c'est-à-dire celui qui organise en réalité le chant choral devant une chorale, c'est bien sûr le maître de chœur. Son rôle, regardez à travers ce reportage de Sylvania Tchanou. Chanter est un art. Il fait appel à l'ensemble de productions de sons musicaux à l'aide de la voix. Pour préparer et coordonner un groupe de chanteurs, on fait appel au maître de chœur. C'est lui qui coordonne tout ce qui se passe au niveau chant. Que ce soit au niveau de la voix, au niveau des instruments, il est celui qui coordonne tout. C'est pour ça que je l'appelle le manager en chef. Le rôle du maître de chœur ici est un rôle important que nous confions à Dieu, car il est le seul pourvoyeur de tout savoir. Comme le rôle de tout autre maître de chœur de l'église du christianisme céleste, je crois que le rôle c'est de diriger, c'est un rôle de direction de la chorale. Posséder d'excellentes connaissances musicales est un atout favorable que doit posséder un chef de chœur. Pendant la représentation, il vérifie les entrées et sorties des différents chanteurs. C'est aussi lui qui commande toutes les interventions d'un élément musical. Quand je prends le chant, non seulement je bats le temps pour le batteur, je bats le temps pour le chœur et en même temps j'invite le chœur à prendre certaines parties de la chanson. Quand je fais comme ça pour mon chœur, parce que je les ai déjà habitués, ils savent que c'est le refrain que je veux. Maintenant, ce qui est universel, quand je fais comme ça, on sait que c'est le premier couplet que je demande.
comme ça, deuxième couplet, ainsi de suite. Tout ce qu'on fait à la chorale est signé. Quand je dis signé, ça dépend du morceau, ça dépend du tempo, ça dépend aussi de la mesure. Les mesures à 4 temps, ça se bat 1, 2, 3, 4. Et dans ce mouvement-là de bras, dans ce mouvement, nous arrivons quand même à demander au cœur, lorsque, en battant la mesure, on fait ça, on leur demande de chanter modéré, de chanter un peu bas. C'est sous des lois, des conventions qu'on bat les mains là. Donc le messie, ça va avec la mesure en cours. Concernant les mesures simples, on peut avoir les mesures à 4 temps, les mesures à 3 temps, bon, 4 quarts, 3 quarts, ou les mesures à 2 temps, 2 quarts. Vous allez constater tantôt les voix sont haut, ça c'est forte et fortissimo. Donc quand le maître de chœur élève ses mains vers le haut, fait comme ça veut dire que monter vers le forte, bien vers le fortissimo. Mais par contre, quand le maître de chœur fait comme ça par exemple, ça veut dire que aller un peu plus bas, donc aller dans le piano, si possible dans le pianissimo. Dans la plupart des congrégations religieuses disponibles ici au Bénin, le maître de chœur ne suit pas une formation particulière, mais naît avec ce don. Nous n'avons pas encore une telle organisation à notre sein. Mais Dieu nous donne la force nécessaire afin d'accomplir notre tâche quotidienne. Meshak Adjaro, bonsoir. Bonsoir. Oui, on l'appelle affectueusement le maestro, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Alors, nous parlons bien sûr du chant choral. On va faire le lien aujourd'hui entre le chant choral et la musique traditionnelle parce que d'habitude, pour d'aucuns, c'est que quand on parle de chant choral, c'est en même temps les Occidentaux. Ça m'amène déjà à vous poser la question de savoir quelles sont les origines du chant choral. Alors déjà, le chant choral tel qu'il est connu aujourd'hui a plusieurs caractéristiques et sans avoir défini les caractéristiques, nous ne pouvons pas en saisir les origines. D'accord. Les caractéristiques du chant choral aujourd'hui, c'est prioritairement la différence avec le chant solo. Dès que vous chantez en groupe et que ce groupe est relativement important, et nous ne commençons pas à parler de chant choral, c'est d'abord du chant collectif et qu'on distingue du chant solo ou des petits ensembles de 2, 3, 4 personnes qu'on appellerait plus simplement ensemble vocal. Et donc le chant choral commence par se mettre en place lorsqu'il y a plusieurs personnes, à partir d'une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. C'est du chant de masse en fait. Et sous le regard, sous l'angle de cette caractéristique de chant de masse, eh bien, presque tous les grands peuples, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, ont naturellement progressé presque au même moment vers le chant collectif. Ça a été un besoin naturel ressenti par les peuples de ne pas chanter seul. Et donc, sous ce regard, effectivement, il y a eu du chant choral en Afrique aux premières heures donc, de nos civilisations. Parce que autour des activités comme les activités champêtres, au cours des activités de chasse, au cours des activités de cueillette et tout ce qui meublait donc le quotidien africain, évidemment, le chant était utilisé pour rythmer l'activité, pour casser la monotonie, pour créer une synergie entre les différents acteurs. Et donc, ça, c'était déjà du chant collectif, c'était déjà du chant choral. Du chant choral. Comme ça chantait Miwazo, Miwazo. Ah, voilà, et donc, il y a toujours eu ce besoin de chanter pendant qu'on fait une activité. Vous retrouvez ça encore aujourd'hui, mais pas dans le chant solo. Nous ne parlons pas d'une personne, mais quand vous voyez ce qui se passe dans nos plantations, par exemple, c'est énorme. Vous voyez, ils sont plusieurs dizaines à rang couvré, et pendant qu'ils travaillent, quelqu'un lance et tout le monde répond sous ce que nous appelons la forme du chant responsorial, c'est-à-dire un chant dans lequel quelqu'un pose une question et puis les autres répondent en chœur. Donc ça a été les premières formes de chant collectif.
Mais l'autre caractéristique du chant choral, c'est également le fait que le chant ne soit pas forcément à l'unisson, où il y ait différentes voix, différentes, on dirait, hauteurs de voix, où quelqu'un chanterait par exemple au 3e étage d'un immeuble, c'est une image, et l'autre chanterait au rez-de-chaussée. Et donc cette superposition de voix, de mélodies différentes, est une caractéristique essentielle du chant choral. Et même ça, à ce niveau-là également, sous la forme de 2 ou 3 voix, ça a existé dans nos cultures africaines. L'ethnomusicologie a suffisamment avancé sur cette question. Les Pygmées, notamment, sont reconnus pour avoir toujours chanté à plusieurs voix. Et il y a d'autres milieux socio-culturels, même au Bénin, où vous retrouvez dans certaines régions des chants à plusieurs voix, mais qui remontent à très très loin, un peu comme dans le septentrion béninois, où des morceaux qui datent de plusieurs siècles ont toujours été chantés à 2 ou 3 voix. Après, effectivement, la forme que nous connaissons aujourd'hui au niveau ecclésial, dans nos églises, à 4 voix, soprano, alto, ténor, basse et tout ça, effectivement, ça a été mis en place il y a quelques siècles en Europe. Et le besoin, c'était de pouvoir faire chanter tout le monde, alors qu'on a remarqué que tout le monde n'avait pas à peu près le même niveau de voix. Donc, comment faire pour qu'au niveau social, tout le monde soit ensemble dans le chant, mais que chacun soit quand même à l'aise? Et donc, progressivement, on a ajouté d'abord le ténor, qui est en fait une autre tenue, dont une autre tenue en bourdon, donc qui reste complètement plate, sur laquelle la note principale peut voltiger. Et c'est cette note tenue qui a donné son nom au ténor, tel qu'on le dit aujourd'hui. On le dit aujourd'hui. Et après, il y a eu d'autres voix qui se sont ajoutées, comme l'alto, la basse, et après encore des structures plus complexes, comme le baryton, comme le contralto, etc. Et ça s'est fait au bout de siècles. Et comme c'est ça qui a été, par l'introduction du christianisme, répandu, diffusé dans nos régions africaines, on a tendance à penser que ça a été le début du chant collectif et du chant choral, alors que le chant choral a toujours existé, mais sous d'autres formes, qu'il importe aujourd'hui de retrouver et d'investir dans nos créations, choralistiques. Alors, dans le reportage qu'on a suivi tout à l'heure, on nous a parlé du maître de chœur, le rôle du maître de chœur. Il y en a qui parlent de chef d'orchestre. Quelle est la différence entre le CO et le maître de chœur? Oui, alors déjà, un orchestre peut ne pas comporter un chœur. Un orchestre peut être complètement instrumental. Et là, on a un chef de chœur, un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, dans le cadre d'un orchestre, peut diriger ouvertement l'orchestre, comme il peut juste faire le travail en amont, et pendant qu'ils sont en performance, on ne le voit pas. C'est le cas du grand Bonkana Maïga pour Africando. On ne le voit pas à l'œuvre, mais il fait un travail d'arrangeur et de chef d'orchestre, qu'on le veuille ou non, même si au niveau du groupe, il y a encore un autre musicien, notamment le percussionniste, qui s'occupe de faire la synergie. Alors, dans un orchestre, un peu comme la forme symphonique, et dans nos orchestres, je vais dire nos groupes musicaux actuels, il y a effectivement des chœurs, 2 ou 3 personnes qui prennent en chœur le chant. Là, toujours, on parle de chef d'orchestre. Mais dans le cas d'un chœur, un chœur est censé ne pas comporter d'instruments. Dès qu'on dit une chorale, ça peut être des voix et des instruments pour accompagner, mais la voix en avant-plan. En avant-plan. Mais le chœur, exclusivement, c'est uniquement les voix. Et dès qu'on dit un chef de chœur, ben c'est que c'est quelqu'un qui s'occupe des voix, qui les entraîne. Son travail commence déjà au niveau de la sélection du répertoire. C'est lui qui choisit les chansons par rapport au niveau de son chœur, par rapport aux performances qu'il doit aller faire. Et après, c'est lui qui les enseigne. Ensuite, c'est lui qui peaufine le travail. Et au niveau de la représentation, c'est lui qui s'assure que tout se passe bien sur scène. Le chef de chœur, c'est le nom générique, c'est le nom académique. Après, au niveau ecclésial, dans les églises, on a commencé par parler de maître de chapelle, et après, aujourd'hui, on parle de maître de chœur. Donc, maître de chœur, c'est beaucoup plus un terme religieux, alors que chef de chœur, c'est plus universitaire, et on retrouve ça justement dans les universités, dans les grands orchestres nationaux, dans les grands chœurs nationaux. On retrouve les chefs de chœur également au niveau, j'allais dire, laïque, parce qu'il y a des chœurs qui sont laïques et qui ne dépendent d'aucune église. D'aucune église, voilà. Alors, au Bénin, est-ce qu'on peut vraiment rester traditionnel dans les accents
de la musique et en même temps faire du chant choral? Alors, le chant choral endogène ou d'inspiration traditionnelle ou ancré dans le répertoire africain a commencé très tôt, surtout avec les Sud-Africains, avec les Ghanéens, avec le Nigeria. Vous verrez que c'est le monde anglo-saxon. Très tôt également, avec tout ce qu'il y a comme chorale maghreb, du côté du Maghreb, il y a eu un besoin très tôt d'impliquer nos recherches traditionnelles dans le chant choral. On a vu au niveau francophone également avec le Congo, et le Congo est une grande nation du chant choral au niveau francophone qui très tôt a commencé par réfléchir que ce soit, enfin, on va voir les paramètres sur lesquels il faut, les fibres sur lesquelles il faut travailler, mais très tôt, il y a eu des pays qui ont commencé ce travail-là. L'influence du Ghana a innervé la Côte d'Ivoire, qui est aussi un pays francophone, et le Togo, qui est une grande nation du chant choral. Le Bénin a commencé également, mais nous sommes toujours un peu calqués sur le modèle occidental. Et si vous le permettez, on pourra voir dans le détail, au niveau technique, les paramètres sur lesquels on peut retrouver un chant choral complètement endogène. Déjà au niveau des accents, vous parliez des accents en connaisseur, les accents au niveau des couleurs, même de la voix. Vous voyez dans le chant Ranhé, par exemple, au niveau de l'Église catholique, dans le chant Aloasio, parfois, vous chantez et les fidèles qui sont complètement autochtones, ils vous disent parce que dans le chant, il n'y a pas, c'est chanté avec un certain accent qui n'a rien à voir avec le chant qui est exécuté. Quand par exemple, je voudrais pousser à la chansonnette en disant, par exemple, ça fait très européen. Et comment est-ce qu'on retrouve la chaleur du chant choral tout en restant complètement béninois et que les gens qui vous écoutent se retrouvent dans ce chant-là? Et ça, il y a un travail technique à faire à ce niveau-là. Après, il y a au niveau de la prononciation, de la diction, retrouver du sens et retrouver de la beauté dans les pas, dans les danses, dans la façon même d'écrire les rythmes. Au niveau de l'arrangement et de l'harmonisation. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des rythmes plats alors qu'il y a de la richesse dans nos rythmes, il y a de la polyrythmie. Quand on chante du Agbaja, il faudrait que dans l'accompagnement de la basse, du ténor et de l'alto, qu'on sente que ça c'est une rythmique Agbaja. Quand c'est du Teke, il faudrait qu'on retrouve ça. Mais je peux vous rassurer que les collègues dans plusieurs milieux choralistiques ont commencé par prendre conscience de la chose et ont commencé par travailler là-dessus. Merci beaucoup à vous, Meshak Adjako. Les gens demandent le côté de la régie que vous chantiez, parce que juste la petite partie qui a été prononcée a intéressé la régie. Donc, si vous voulez, peut-être ce que vous avez dit en accent occidental, vous pouvez le dire en accent béninois pour eux. C'est notre façon à nous de chanter, de faire du chant choral. Alors il faudra payer une performance spéciale pour qu'on vienne faire du grand chant choral ici. Quand je dis payer, ça peut être en nature, en bonnes intentions, en vibrations positives. N'est-ce pas? Merci beaucoup, maestro. Ouais, il ne cessera jamais de nous étonner, de nous surprendre. Oui, quand c'est artistique, c'est comme ça que ça se passe, avec beaucoup de joie, beaucoup de gaieté aussi. Le grand rendez-vous terminé pour Horizon Culture aujourd'hui. La suite, c'est sur la toile, oui, sur la toile avec l'actu web qui nous sera présenté par Christelle Tongolo. Amis du web, bonjour. Procès des présumés cybercriminels au Bénin. L'audience est prévue pour le 8 mai prochain.
Une trentaine de personnes de nationalité béninoise et nigérienne sont arrêtées. Elles sont présumées auteurs d'infractions cybernétiques, crimes prévus et punis par la loi. Après leur interpellation, ces jeunes, encore appelés Gaïman, ont été déférés au parquet de Cotonou le 28 mars 2018. 9 d'entre eux ont été inculpés de faits d'escroquerie et présentés devant la première chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de Cotonou. Ils ont ensuite été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme. Courant ce mois d'avril, une quinzaine de personnes de nationalité béninoise et togolaise sont inculpées des faits d'escroquerie. Placées sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, leur audience est prévue pour se tenir le 8 mai 2018 prochain. Les jeunes Nigériens sont des paresseux. Ce sont les propos du président nigérien Muhammadu Buhari. Propos tenus lors d'un forum d'affaires du Commonwealth à Londres. Dans un discours, le président nigérien a reproché aux jeunes de son pays de ne rien faire et de profiter de l'argent du pétrole. Ce discours a provoqué un tollé dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux. Dans la matinée de ce jeudi, le hashtag Lazy Nigerian Youth, jeunes Nigériens paresseux, était repris en boucle sur Twitter. Les internautes ont pour la plupart rappelé les efforts et sacrifices consentis par la jeunesse nigériane au moment où le pays était économiquement asphyxié. Je dors moins de 4 heures par nuit juste pour payer mes factures et mes impôts. Et le gouvernement me traite quand même de paresseux, écrit un internaute. Un autre, montrant des politiciens nigériens endormis, tweet. Ça, c'est la vraie définition de la paresse. L'Europe se met dans une nouvelle dynamique contre la corruption et le blanchiment d'argent. Le Parlement européen a adopté de nouvelles lois contre le blanchiment d'argent. Plusieurs mesures sont approuvées ce jeudi par les parlementaires. Elles permettront essentiellement aux citoyens d'accéder aux informations sur les propriétaires effectifs des entreprises qui opèrent dans l'Union européenne. Cela pourrait en outre contribuer à éradiquer l'utilisation corrompue des boîtes aux lettres créées pour blanchir de l'argent, mais aussi permettre une traçabilité effective des impôts. La France expulse un imam salafiste vers l'Algérie pour ses prêches radicaux. Après avoir suspendu une première demande, la Cour européenne des droits de l'homme a enfin donné son feu vert pour son expulsion. France 24 nous apprend que l'imam marseillais est accusé par le ministre de l'Intérieur de prêches haineux et extrémistes. C'est ce qui a conduit à son expédition vers son pays d'origine, l'Algérie. L'avocat de la victime avait invoqué le risque que son client subisse des tortures ou traitements inhumains ou dégradants s'il était renvoyé vers l'Algérie. Un argument qui a poussé la Cour européenne à accorder au gouvernement français un délai de 72 heures. C'est le dernier tour de l'actualité sur la toile pour le compte de cette semaine. À la semaine prochaine pour d'autres informations. Merci Christelle pour l'Actu Web. Le grand rendez-vous terminé. Oui, pratiquement. La météo d'abord.
Vraiment, merci beaucoup de votre présence à ce grand rendez-vous. C'est le 5e et le dernier pour le compte de cette semaine-ci, à lundi, pour 5 autres grands rendez-vous. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de BB24. Ciao.